très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous pour ce 6e numéro du 22h30 aventurier. Nous poursuivons notre séance en compagnie de Christophe Colomb après Marco Polo. Nous en étions à notre rejet du projet de Colomb par le roi du Portugal en 1484. Cette fois-ci, nous allons passer, comme promis, à la période castillane. La période castillane couvre, elle, de 1485 à 1492. Déjà, l'arrivée en Castille en mars 85. En mars 85, Christophe part tenter sa chance en Castille. Accompagné de son fils Diego, il se rend au monastère de la Rábida, à Palos de la Frontera, où il se lie avec deux moines, Juan Pérez et Antonio de Marchena, qui lui suggère de se rendre auprès de la reine Isabelle en lui donnant une lettre de recommandation pour confesseur. Il confie alors Diego à des parents qui vivent dans la région, qui s'occuperont de lui jusqu'en 1492. La première entrevue qui s'est déroulée en janvier 1486 et ses suites. Les rois catholiques se trouvent alors à Cordoue dans le cadre de la guerre en cours de 1482 à 1492. Contre le royaume de Grenade, guerre dont l'objectif est d'achever la Reconquista. À la cour, Colomb rencontre plusieurs personnalités, notamment des membres du conseil qui se montrent défavorables à son projet. À la fin de la campagne, de 1485, favorable aux Castillans, la cour part pour Alcalá de Henares, où la reine va mettre au monde sa fille Catherine le 16 décembre. Colomb suit la cour et est finalement reçu par Isabelle et Ferdinand le 20 janvier 1486. Compte tenu de la priorité du moment, les souverains ne donnent pas de réponse favorable, mais sont tout de même impressionnés par la personnalité et la conviction du navigateur. À la fin de 1486, une commission scientifique est réunie à l'université de Salamanque. Au début de 1487, elle rend un avis défavorable. Il est probable que Colomb se soit trouvé à Salamanque à l'époque des délibérations, car la cour s'y trouvait aussi, après un séjour à Saint-Jacques-de-Compostelle. Après la fin de la campagne de 1487, marquée par la prise du port de Malaga, les rois catholiques font venir Colomb dans cette ville pour l'informer directement du résultat. Malgré cela, durant cette période, le navigateur reçoit quelques subsides du trésor royal, 14 000 maravedis au total en 1487, soit environ une année de vie modeste. Les années d'attente de 87 à 91, après l'entrevue de Malaga, Colomb vit en général à Cordoue, tirant aussi des revenus de la vente des livres et de cartes qu'il trouve à Séville, principal centre d'imprimerie en Espagne. C'est cette profession que le chroniqueur royal lui attribue. C'est vers cette époque, vers fin 1487, qu'il fait la connaissance de Béatrice Enríquez de Arana, une orpheline d'une vingtaine d'années élevée par un oncle. Elle lui donne un second fils, Ferdinand, né le 15 août 1488.
Il semble qu'il n'ait jamais été question de mariage entre eux. Mais afin de réunir ses deux fils, au moment de son départ en 1492, il la chargera de la garde de Diego et, dans son testament, lui demandera à celui-ci de la considérer comme une mère. En 1486, Jean II a lancé une expédition à l'ouest des Açores, sous la direction de Fernão d'Ulmo, d'origine néerlandaise, Ferdinand van Olmen, avec le titre de gouverneur des îles qu'il pourrait découvrir. En janvier 1488, le projet de Henri le Navigateur se concrétise. Bartholoméo Dias dépasse le cap de Bonne-Espérance. Christophe Colomb reprend alors contact avec la cour de Lisbonne. Jean II lui répond de façon positive en lui donnant un sauf-conduit pour venir jusqu'à lui. Colomb utilise ce courrier qu'il fait transmettre à la reine de Castille, mais en vain. Elle lui fait cependant verser 3000 maravédis. Il s'adresse ensuite à de grands seigneurs castillans d'Andalousie, d'abord le duc de Médina Sidonia, dont la richesse est immense. Le duc refuse, en se fondant sur les résultats de la commission de Salamanque. Colomb se tourne alors vers le duc de Medinaceli, qui est très intéressé. Il héberge Colomb pendant quelques mois dans son château du port de El Puerto de Santa Maria. Il demande cependant l'autorisation de la reine pour une expédition. Elle lui répond clairement en indiquant qu'il s'agit d'affaires royales. Elle convoque alors Colomb à la cour. Le 12 mai 1489, un mandement du roi et de la reine est adressé à toutes les autorités du royaume, villes, juridictions, seigneuries, d'assister Christophe Colomb durant son voyage, de l'héberger gratuitement et le nourrir au tarif en usage. À ce moment, les rois catholiques préparent une offensive contre l'oncle du roi Boabdil, Mohamed Az-Zakal, qui tient l'est du royaume de Grenade. Une entrevue entre Colomb et Isabelle a lieu à Jaén, et le navigateur est pris en charge par Alonso de Quintanilla, un homme important de la cour de Castille. La campagne 1489 aboutit à la défaite d'El Zagal et à la prise d'Almeria, autre port important. Mais un contretemps politique survient. Le retournement de Boabdil, qui, à l'encontre des accords signés lors de sa libération, refuse d'abandonner Grenade. L'année 1490 est une année d'inaction sur tous les plans. Colomb déçu quitte la cour et envisage peut-être de partir chercher un autre protecteur, en France ou en Angleterre, mais il se rend d'abord au monastère de la Rabidia, à Palos, où il trouve son ami de 1485, Antonio de la Marchena, ainsi qu'un autre franciscain, Juan Pérez, qui a été confesseur de la reine. Convaincu à son tour par Colomb, il écrit une lettre à Isabelle et est convoqué à la cour, alors à Santa Fe, près de Grenade. C'est ensuite le navigateur qui est appelé à Santa Fe avec une dotation considérable de 20 000 maravédis. Une nouvelle entrevue a lieu en décembre 1491 et la reine en sort convaincue. Le 2 janvier 1492, Christophe Colomb est présent lorsque la ville de Grenade tombe aux mains des chrétiens, ce qui marque la fin de la reconquête de la péninsule ibérique sur les musulmans. Une nouvelle commission est formée cette fois. Elle comprend des gens qui approuvent le projet de Colomb, mais va se poser la question des exigences personnelles du navigateur en cas de réussite. En l'occurrence, il veut une part des richesses, le gouvernorat des terres atteintes, le titre et la dignité d'amiral. Sur ce point, il y a d'abord un refus catégorique de Ferdinand d'Aragon. La fonction existence d'amiral de Castille revient en effet à des nobles de très haut rang, les Henriquez, qui ont des liens familiaux avec la dynastie d'Aragon. Il n'est pas possible qu'un aventurier soit promu à un tel rang. Les partisans de Colomb vont réussir à surmonter cet obstacle. L'Aragonais Louis de Santangel, trésorier de la Maison du Roi de 1435 à 1498, Diego de Deza, prieur du monastère dominicain de San Esteban de Salamanque, Hernando de Talavera et de Juan Cabrero. S'étant assuré de l'accord d'Isabelle en mettant en balance les retombées économiques potentielles, la découverte d'une nouvelle route vers les Indes permettrait de s'affranchir des intermédiaires orientaux comparé à la modeste mise de fonds initiale requise, ainsi que les possibilités d'évangélisation et même la gloire de la reine.
ils obtiennent celui de Ferdinand par défaut. Il est probable que le projet de Colomb va échouer, donc les promesses qui lui sont faites seront nulles et non avenues. Un accord est donc rédigé et signé en avril 1492, les capitulations de Santa Fe. Le 17 avril 1492, il signe près de Grenade avec les rois catholiques les capitulations de Santa Fe, qui lui octroient notamment le titre de noblesse héréditaire d'amiral de la mer Océane, les titres de vice-roi et de gouverneur général des territoires qu'il pourrait découvrir, la couronne d'Espagne lui accordant à cet effet des armoiries, un dixième des richesses qu'il en retirerait et un huitième du profit de son expédition. Le voyage inaugural de Colomb est le mieux connu des historiens, comme l'écrit Jacques Hirs. Pour nous en tenir au temps de Colomb, de tous les voyages maritimes du temps, aucun ne peut être connu avec tant de minutie et de sérieux. Deux documents permettent de suivre le trajet de la flotte de l'explorateur. Le journal, dans la version donnée par Bartolomé de Las Casas, et la lettre à Sant'Angelo, écrite le 14 février 1493 sur la route du retour, sorte de bilan de son expédition. Par ailleurs, à compter de 1938, l'amiral américain Samuel Eliot Morrison a entrepris de refaire le périple du Génois et a pu, en ce qui concerne le premier voyage, pointer sur la carte la position des navires chaque soir. La flotte de Colomb est armée dans le port de Palaos de la Frontera, près de Huelva. Les capitulations de Santa Fe sont accompagnées d'une injonction aux autorités de cette ville de fournir à Christophe Colomb les navires et les équipages pour son expédition. Le choix de Palos est sans doute dû au lien de Colomb avec le monastère de la Rábida, où se trouve Antonio de Marchena, son premier soutien en Castille. Le recrutement des équipages pose néanmoins quelques problèmes. Peu de gens sont volontaires pour ce voyage. Le frère franciscain Antonio de Marchena joue de nouveau un rôle notable, notamment en permettant à Colomb de rencontrer et de convaincre les frères Pinzon, dont l'influence locale est grande. Néanmoins, 4 prisonniers, dont un condamné à mort pour meurtre, sont graciés et sortis de prison pour compléter l'équipage. L'escadre est composée de 3 navires, 2 caravelles commandées par les frères Pinzon, la Pinta, Martín Alonso Pinzon, et la Niña, Vicente Yanez Pinzon, et une caraque, le navire amiral la Santa Maria, qui ne prendra ce nom que lors des voyages ultérieurs de Colomb, avec environ 90 hommes d'équipage. La plupart sont des Andalous, dont beaucoup de Palos, mais d'autres sont originaires du Pays basque, de la Meseta, voire de pays étrangers. Un officier, Diego de Arana, est apparenté à Béatriz Enríquez de Arana, la mère de Fernand Colomb. Parmi ces 90 personnes, on trouve non seulement des matelots et des mousses, mais aussi 3 alguazils, un par-navire, un interprète d'arabe et d'hébreu et quelques autres spécialistes. Les préparatifs sont achevés fin juillet. La date de départ choisie est le 3 août, car le 2 est le jour de la fête de Notre-Dame. La traversée de Palos à San Salvador via Las Palmas. Le départ a lieu le 3 août 1492. Colomb a choisi une route vers le sud afin d'éviter les escadres portugaises au large des Açores et de passer par les îles Canaries, où une longue escale a lieu à Las Palmas des Grandes Canaries du 9 août au 6 septembre. Là, Colomb et ses hommes font provision de bois, d'eau et de vivres, et les marins effectuent les réparations nécessaires. Puis ils reprennent la mer en descendant vers le golfe de Guinée, puis en partant vers l'ouest en suivant les alizés. Colomb est ainsi le premier navigateur à utiliser ces vents réguliers qui traversent l'océan d'est en ouest. Les marins s'inquiètent d'ailleurs de leur force et de leur régularité, craignant de ne pas pouvoir les remonter au retour. 10 jours plus tard, le 16 septembre, apercevant des masses d'herbe dans l'eau, les navigateurs croient être près de la terre ferme, alors qu'ils entrent dans la mer des Sargasses, située à environ 1600 km des côtes américaines. L'océan Atlantique recouvre de ces grandes algues, y est calme et les vents presque nuls.
Les bateaux se trouvent immobilisés à partir du 19 septembre. Une grande inquiétude finit par s'installer au sein des équipages. Le 25 septembre, Pinzon croit voir une terre, mais ce n'est en fait qu'une illusion d'optique. Le vent finit par se lever, mais les jours passent sans qu'aucune terre apparaisse. Colomb pense avoir dépassé les Indes orientales. Le 7 octobre, Vicente Pinzon est lui aussi victime d'une illusion d'optique. Colomb a une idée. Observant le vol des oiseaux, il décide de changer de cap vers l'ouest, sud-ouest. Il est aussi possible que ce changement ait été imposé à Colomb par Martin Pinzon. Les 9 et 10 octobre, les marins sont à la limite de la mutinerie, craignant que les navires ne soient perdus, alors que les vivres et l'eau douce commencent à faire défaut. Le 12 octobre 1492, à 2 heures du matin, au terme d'une traversée finalement presque parfaite, un marin de la Pinta, Rodrigo de Triana, annonce que la terre est en vue. Attendant le lever du jour pour pouvoir accoster, les vaisseaux restent prudemment à 2 heures des côtes. Alors qu'une récompense de quelques milliers de maravedis a été promise à celui qui verrait le premier la terre, Rodrigo Triana ne recevra rien, Colomb prétendant avoir vu la côte avant lui. Colomb passe alors à avoir atteint l'archipel du Japon, donc la partie la plus au nord des Indes. Dans la matinée, Colomb et les frères Pinzon prennent place dans une barque. Ils débarquent dans une petite île qui s'appelle Guanahani pour les habitants taïnos du lieu. Le navigateur fait enregistrer la prise de possession au nom de la reine de Castille par le notaire qui les accompagne. Il le baptise d'un des noms du Christ, San Salvador, et s'en fait proclamer vice-roi et gouverneur général. La découverte des Indiens, la rencontre avec des indigènes, qu'il nomme Indiens, a lieu peu après. Christophe Colomb décrit une première rencontre pacifique. Colomb décrit les habitants de cette île comme ne connaissant ni l'État ni la propriété privée. Ils se montrent remarquablement amicaux et ne connaissent pas les armes. C'était un peuple doux, pacifique et très simple. Puis, quand les chaloupes se rendirent à terre pour y renouveler les provisions d'eau, ces Indiens non seulement s'empressèrent d'indiquer les meilleures sources, mais encore se mirent à la disposition des matelots pour remplir les tonneaux et les reporter au bateau. Ceux-ci lui apportent du coton, des perroquets et d'autres objets. L'interprète que le navigateur avait embarqué à son bord n'est pas une grande utilité. Colomb rapporte que lors de ce premier contact, communiquant par geste, à force de répétition et malgré quelques quiproquos, les Taïnos leur ont indiqué que de l'or se trouve en quantité importante sur une grande île située au sud-est, habitée par des populations d'anthropophages qui leur sont hostiles. Ces écrits sont à l'origine du mythe du bon sauvage, popularisé notamment par Montaigne. La présentation par les navigateurs européens d'autochtones nus, innocents, prêts à partager leurs richesses et à devenir chrétiens, devient classique au XVIe siècle. L'ensemble des descriptions sont des écrits de la main de Colomb à destination de la reine Isabelle la catholique. Ils ne peuvent être détachés du projet de conquête et d'exploration des terres découvertes. En outre, le projet de Colomb est d'y faire des esclaves, contrairement à la reine qui s'y oppose dès son second voyage. La description des habitants par Colomb donne l'idée d'un peuple docile, facile à se mettre avec l'existence de tribus violentes sur les terres riches en or, probablement en vue de motiver la souveraine et à investir dans d'autres explorations et justifier de futurs combats. Voilà, et nous reprendrons demain pour de nouvelles aventures et nous nous intéresserons à la suite de notre aventure avec les vicissitudes de l'expédition à Cuba et à Saint-Domingue du 28 octobre 1492 au 3 janvier 1493. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 22h30 aventurier. Dans un instant, vous allez retrouver notre publicité et juste après, vous suivrez notre rendez-vous du 23h Mobico à la découverte des plus beaux endroits via les réseaux de transport en commun. Je vous souhaite une excellente soirée sur Ado Kids TV. Merci.
Salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 Aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. La suite de vos programmes avec le 23h Bobigo vous attend pour la découverte d'un réseau de transport en commun dans une ville. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci.